Bonjour et nouvelle vidéo univers aujourd'hui. Rogue One de Gareth Edwards, sorti fin 2016, a inauguré une nouvelle approche des films de Star Wars qui, pour tout dire, me séduit bien davantage que la nouvelle trilogie. Il s'agissait de livrer des one-shots hors numérotation, inscrits dans l'univers de la licence, mais se suffisant à eux-mêmes. Ces films A Star Wars Story ont peut-être été moins événementiels que ceux tournant autour de Kylo, Rey et compagnie, mais ils m'ont aussi incomparablement plus emballé, aussi bien dans des registres on ne peut plus différents, Rogue One que Solo. Ce dernier, hélas, semble avoir connu un relatif échec commercial, au sens où du moins il a rapporté beaucoup moins que prévu, et clairement pas assez pour un film Star Wars. J'espère que ça ne pèsera pas trop sur l'avenir des films Star Wars Story, mais à vrai dire je n'en sais absolument rien. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de Solo, que j'avais rapidement évoqué dans un précédent article univers autour de Lando. Non, cette fois je veux m'attarder sur Rogue One, un film qui a éclairé un certain nombre de choses dans le lore de Star Wars, tout en créant en fin de compte sa propre mythologie. Le film, préquel immédiate à Un Nouvel Espoir, présente toute une foule de personnages, dont certains ont par la suite connu d'autres aventures dans l'univers étendu, et je vais essayer d'en témoigner. Le but de cet article, encore une fois, est avant tout d'établir des passerelles avec le jeu X-Wing autant que possible. Il ne s'agit pas d'une chronique synthétique, même si je vais bien devoir donner mon avis ici ou là. En l'espèce, je vais me baser ici sur 3 sources précisément. Ça n'est absolument pas exhaustif, et pas seulement parce que je ne reviens pas ici sur l'univers désormais qualifié de légende non canonique. 3 sources qui sont le film Rogue One, le roman de James Luceno Catalyseur, qui est une sorte de préquel à Rogue One, et enfin l'arc de la BD Star Wars intitulé Les Cendres de Jedha, et qui correspond au 7e TPB de la série, scénarisé par Kieron Gillen et illustré par Salvador Larroca, cet arc constituant au contraire une sorte d'épilogue à Rogue One, en ramenant des lieux et des personnages du film tels qu'ils ont évolué après l'épisode 4. Je compléterai bien sûr le cas échéant avec les données de l'indispensable Wikipédia. Quand Rogue One est sorti, le jeu X-Wing, alors dans sa V1, n'a pas manqué de profiter de l'occasion pour introduire de nouveaux vaisseaux dans la gamme. Il y a même eu à cet égard une relative bizarrerie, s'il faut en croire les dates que j'ai trouvées ici ou là, prudence au cas où. Les 2, initialement, nouveaux vaisseaux associés au film auraient été, semble-t-il, présentés avant que celui-ci ne sorte, dès septembre 2016, dans le cadre de la vague 10, qui comprenait aussi des vaisseaux liés au réveil de la Force ainsi qu'à la série Star Wars Rebels. Cependant, ces extensions ne sont bel et bien sorties qu'après le film, mais moins de 2 mois plus tard, en fait, début février 2017. Du côté des rebelles, le nouveau vaisseau qui apparaissait très souvent à l'écran était le U-Wing, présenté essentiellement comme un transport de troupes et qui était alors en V1 un gros socle. Il est devenu un socle moyen avec la V2 qui lui a sans doute profité. Le vaisseau était assez boudé en V1, il n'est pas exactement une star en V2, mais il a été régulièrement joué, notamment dans le format hyperespace, à tout hasard, avec Leia Organa à bord. La figurine se distinguait de toutes les extensions précédentes, à l'exception de la navette de classe lambda impériale, en bénéficiant de parties mobiles, ces ailerons très étroits qui pouvaient être accolés au châssis ou largement dépliés. Chose appréciable, contrairement à la plupart des figurines dotées de parties mobiles, à l'exception, mais depuis seulement, des X-Wing T65 et T70, la disposition des dites parties n'est pas purement esthétique, mais elle renvoie à des effets de jeu. C'était déjà le cas en V1, mais en V2, cela correspond à la nouvelle catégorie d'amélioration dite configuration. En l'espèce, il s'agit de la carte L-Pivot, un singulier qui m'échappe un peu. Mais les impériaux également avaient droit à un nouveau vaisseau, un chasseur, cette fois du nom de TIE Striker. Dans Rogue One, on ne le voit véritablement, mais assez fréquemment que lors de la bataille de Scarif. Ce vaisseau également disposait de parties mobiles, ses ailerons là encore, mais si ces derniers avaient de manière abstraite des effets de jeu, via un titre, alors là où la V2 a pu profiter de la nouvelle mécanique des capacités génériques, ceux-ci n'avaient toutefois pas vraiment de lien avec leur disposition matérielle. L'extension U-Wing n'est pas pour l'heure à ressortir en V2, si elle demeure jouable via le kit de conversion d'Alliance Rebelle, entre autres, comme on le verra très vite. Le TSK Striker, en revanche, est ressorti en V2 lors de la vague 3. Enfin, en France, nope, merci à se modder une fois de plus. Mais certes, pour ce vaisseau, ça n'est pas bien grave, on peut se contenter de l'extension V1 et du kit de conversion d'Empire Galactique, puisqu'il permet d'en jouer 3 exemplaires sans souci. Les débutants pourront ne pas apprécier, et je les soutiens. Ça n'est clairement pas un problème au même titre, disons, que pour le A-Wing RZ2 de la Résistance, ou le chasseur Arc 170 de la République.
Les vagues suivantes se sont pour un temps éloignées de Rogue One, mais la toute dernière de la V1, la 14e, y est revenue une ultime fois, et de façon passablement étrange avec deux extensions très fournies. Celle de l'Alliance rebelle n'introduisait pas de nouveaux vaisseaux à proprement parler. En revanche, les deux extensions constituaient une sorte de teaser de la V2, en comprenant déjà du matériel V2, dont des socles moyens alors inédits, avec plus de 6 mois d'avance. Ce qui au passage fait que ces extensions sont parfaitement jouables en V2, la vague 14 de la V1 est en même temps la vague 0 de la V2. Côté rebelle, l'extension en question était les Renégats de Sceaux et elle comprenait deux figurines, un U-Wing mais aussi un X-Wing T-65. Pas de nouveaux vaisseaux, mais bel et bien de nouvelles figurines avec une peinture noire et blanche caractéristique. En outre, ce X-Wing était le premier de la gamme à avoir des parties mobiles, ses ailerons là encore, et là encore liés à des effets de jeu via la configuration servomoteur S-Foils. Et il fallait y ajouter tout un tas d'améliorations, dont certaines en cette fin de vie de la V1 témoignaient de ce que le jeu peinait un peu à ce stade en improvisant des bricolages divers et variés pour booster un peu ces deux vaisseaux dans une vaine tentative de rééquilibrage. Les Impériaux, en revanche, avaient donc droit à un nouveau vaisseau avec l'extension TIE Reaper que j'ai chroniqué il y a quelque temps de cela. Je vous renvoie à mon article ou ma vidéo. Là encore, le contenu de cette extension est donc jouable en V2, mais il faut noter que si les joueurs rebelles disposent de plusieurs moyens pour acquérir des U-Wing, sans même parler bien sûr des X-Wing, figurines mais aussi pilotes, la boîte de base et le kit de conversion étant complémentaires des Renégats de Sceaux, le TIE Reaper n'est disponible quant à lui que dans cette seule extension du coup, avec pour conséquence indirecte que le TIE Reaper en lui-même, aussi bien que les améliorations contenues dans l'extension, ne figurent absolument pas dans le kit de conversion pour l'Empire Galactique. Le TIE Reaper n'est qu'à peine entrevu dans Rogue One, j'y reviendrai, mais il constituait alors un apport vraiment très intéressant à la faction impériale, qui peinait un peu en fin de V1 à vue de nez. Comme son cousin plus petit, le TIE Striker, le TIE Reaper est essentiellement un vaisseau atmosphérique, et il dispose lui aussi d'ailerons avancés. Cependant, cette fois, la figurine en elle-même ne bénéficie pas de partie mobile. Il faut dire que la forme particulière, très plate de ce long vaisseau n'autorisait probablement pas 36 000 expérimentations en la matière. Cette présentation purement X-Wingesque étant achevée, nous pouvons passer à l'univers étendu en rapport. Je suppose qu'il vaut mieux suivre la chronologie interne de la saga, aussi vais-je commencer par évoquer le roman Catalyseur de James Luceno, qui constitue une préquelle au film de Gareth Edwards et dont l'action se déroule sur plusieurs années, débutant pendant la guerre des clones et s'achevant peu de temps avant la séquence introductive de Rogue One. Il est de toute façon, semble-t-il, sorti juste un peu avant le film. Bon, on ne va pas se mentir, un Catalyseur, ou plus exactement Catalyseur A Rogue One Novel, en bon franglais, est un roman passablement médiocre, mais il est tout de même relativement lisible, et sans doute bien meilleur, entre guillemets, que l'autre roman Star Wars de Luceno que j'avais lu il y a quelques mois de cela, Tarkin, qui était vraiment pourrave. À noter cependant, il se situait grosso merdo au même moment de la timeline. Certains traits demeurent, cela dit, d'un roman à l'autre, c'est mal écrit, c'est mal traduit, il y a des twists complètement cons. Bon, je vends du rêve là, hein. Mais ça n'est pas si pire, je suppose. Au point de vue du lore, c'est à vrai dire plutôt intéressant, et parfois même très intéressant de voir comment, en matière de technologie, l'Empire gère l'héritage de la guerre des clones. Puis, bon, on va pas en faire un roman philosophique ultra profond, hein, mais envisager la question de la responsabilité des scientifiques dans le développement d'armes de destruction massive demeure un sujet pertinent. Or, c'est bien là tout le propos. Hélas, il est un peu desservi par des personnages forcément caricaturaux. Dont, en tête, Galen Erso, qui est, pourrait-on supposer, le héros de cette histoire ? C'est à débattre, parce que le bougre vit dans son monde, ou plus exactement aimerait bien qu'on le lui permette. C'est un scientifique de génie, mais un théoricien avant tout. Il aimerait sans doute vivre dans un monde de pures hypothèses, mais doit par la force des choses composer avec les besoins matériels de ses employeurs. Or, on se dispute son gros cerveau, à tel point qu'il est fait prisonnier par les séparatistes lors de la guerre des clones. Il en sera libéré par Orson Krennic via As Hobbit, j'y reviendrai, mais le problème demeure en fait le même. Au nom du civisme, on réclame de Galen Erso qu'il consacre ses recherches à l'effort de guerre de la République, puis de l'Empire. Mais il s'y refuse toujours, et Krennic doit dès lors manigancer pour le faire travailler à son service, sans qu'il ait le moins du monde conscience que ses travaux sur les cristaux Kyber, qui étaient au départ l'apanage des seuls Jedi, lesquels s'en servaient pour leurs sabres laser, l'ordre 66 a pour ainsi dire changé la donne, que ces travaux donc sur les cristaux Kyber contribuent en fait au développement de la super arme tueuse de planètes
que la galaxie en viendra en fait à connaître sous le nom d'étoile de la mort. Galen Erso est donc le véhicule d'un thème très intéressant du roman, mais en tant que personnage, ce gros nerd plus ou moins aveugle au monde qui l'entoure convainc plus ou moins tant il relève de l'archétype. Il y a aussi un autre souci que l'on retrouvera plus loin avec Krennic et qui était déjà sensible dans le roman Tarkin. C'est dans l'ordre des choses, j'imagine, mais Luceno peine vraiment quand il met en scène des personnages censément très intelligents, et donc beaucoup plus que lui-même ou que ses lecteurs, votre serviteur inclus comme de juste. Il est visiblement désireux de témoigner de leur intelligence supérieure, mais pour atteindre cet objectif, il a une très fâcheuse tendance à recourir à des expédients qui ne trompent personne et qui, pris avec même pas 2 secondes de recul, sonnent en fait plutôt couillons, et certainement pas aussi intelligent que l'auteur tente de le prétendre, c'est ennuyeux tout de même. Galen Erso apparaît bien sûr dans Rogue One, où il est incarné par Mads Mikkelsen, mais on le voit somme toute assez peu, lors de 2 scènes seulement, 3 si l'on compte son hologramme. Il ne figure en revanche pas dans le jeu X-Wing, ce qui tient sans doute à son refus de s'engager dans une faction, même si Krennic le contraint à travailler pour l'Empire Galactique. Par ailleurs, l'Alliance Rebelle n'existe pas encore, ou pas véritablement, quand le roman s'achève, et le film témoigne de ce qu'une quinzaine d'années plus tard, Mon Mothma et les siens envisagent Galen Erso comme un collaborateur à éliminer. Une image que la propre fille de Galen, Jyn Erso, fera tout pour invalider jusqu'au sacrifice ultime, c'est le cœur de Rogue One. Je ne sais donc pas si Galen est le héros du roman. Je tends à croire par contre que son épouse Lyra aurait dû l'être, d'une certaine manière. Or, son traitement est très décevant. L'auteur semble vouloir nous la montrer badass et indépendante, active, forte tête, plus lucide que son époux par ailleurs, et elle-même une scientifique de premier plan. Mais, et c'est peut-être au fond une variation sur le problème évoqué plus haut de la figuration de personnages intelligents, il y a un contraste marqué et assez désolant entre ce que l'auteur prétend à son propos et ce qu'elle est, effectivement, dans son roman. En effet, dès qu'elle a son geek d'époux dans les pattes, Lyra redevient simplement la femme d'eux, et se retrouve vite cantonnée à l'assistanat matrimonial du génie, qui met ses notes au propre, oui, élève leur fille, et, je suppose, s'occupe de diverses tâches ménagères dégradantes, tandis qu'il plane dans les plus hautes sphères de la science de pointe. Bon, j'exagère un peu, hein. Luceno ne va pas jusque-là, encore que... Mais on a quand même l'impression qu'il lui en a coûté. Lyra Erso apparaît brièvement au tout début de Rogue One, elle y est incarnée par Valen Kane, et puis, piou piou, elle n'apparaît pas dans X-Wing. Ok, on a vu le héros censément probable qui n'en est probablement pas un, celle qui aurait dû être l'héroïne mais ne l'est franchement pas. Alors, troisième tentative avec le méchant de service Orson Krennic, incarné à l'écran par Ben Mendelsohn. C'est peut-être bien lui le héros au fond. En tout cas, en tant que personnage parmi ceux qui sont au premier plan dans Catalyseur, Krennic est probablement celui qui s'en sort le mieux, même si son ambition et son cynisme mis au premier plan comme de juste le cantonnent forcément à l'archétype. Reste qu'il n'est pas bête, si Luceno peine donc à dépeindre son intelligence, et c'est un scientifique compétent si bien en dessous du niveau de son vieil ami Galen, mais surtout un habile politicien au sens le plus petit p, et, quoi qu'en dise Tarkin, son rival, un administrateur plus que compétent, ou disons un responsable des ressources humaines madré et efficace. Je vous accorde qu'il n'y a rien de pire qu'un DRH, aussi Krennic répugne-t-il plus qu'à son tour. Je ne crois pas qu'il soit unilatéralement méchant. Bon, si, probablement. Mais du moins a-t-il ses ambiguïtés, et démêler chez lui ce qui relève de l'égoïsme et ce qui relève de la conviction n'est peut-être pas aussi facile qu'il n'y paraît, si la condamnation persiste dans les deux cas. Et cette fois, nous avons bel et bien un personnage qui a intégré X-Wing sous la forme d'un équipage impérial appelé Directeur Krennic. Dans le roman, on le voit obsédé par son grade, lieutenant-commandant, etc. Mais je ne crois pas que le titre de directeur lui soit attribué dans la même optique. Je ne vais pas revenir sur les détails concernant cette amélioration qui était totalement fumée en V1 et se montre plus raisonnable en V2, mais toujours intéressante en ce qui me concerne. J'y avais consacré pas mal de place dans ma chronique de l'extension TIE Reaper, qui est la seule où elle apparaît, et je vous y renvoie donc. De même d'ailleurs, forcément, pour ce qui est de la carte d'état prototype optimisée qui est associée au directeur Krennic. Voilà pour les 3 personnages principaux de Catalyseur, ce que l'on a vu dans le film et autour desquels l'essentiel de l'intrigue du roman se constitue. Mais il faut probablement y ajouter un 4e, créé pour le roman cette fois et qui n'apparaît véritablement que dans celui-ci, si on y fait allusion ailleurs et notamment dans Rogue One. Il s'agit de As Hobbit, un contrebandier dressélien qui joue de malchance. Employé initialement par Krennic pour des opérations très douteuses, As se retrouve en fin de compte en plein milieu des manigances opposant celui-ci et Tarkin.
En même temps, il pèse bien l'impact de ses missions, notamment la destruction aveugle des planètes patrimoine, ce qui attise progressivement sa défiance, voire sa haine à l'encontre de l'Empire galactique. Lors d'une opération cruciale dans le secteur corporatif, Assobit contribue à semer les germes de la rébellion. C'est en raison de cette affaire que Tarkin met la main sur lui et cherche à l'employer contre Krennic. Seulement, le contrebandier a ses propres objectifs. Et des amis de valeur, dont les RSO, puisque, à l'instigation de Krennic, c'est lui qui les a sauvés de leur prison séparatiste durant la guerre des clones. Mais aussi d'autres contrebandiers, dont un plus flamboyant que les autres, un certain Saw Gerrera. En fait, As-Hobbit est le personnage qui fait le lien entre les RSO et Saw. C'est un rôle déterminant qui explique le début de Rogue One, si l'univers étendu n'a guère brodé dessus après Catalyseur. C'est un personnage plutôt réussi, même s'il pâtit de quelques twists crétins ça et là, une marque de fabrique chez Luceno, pour ce que j'en sais. As-Hobbit n'apparaît pas dans X-Wing. Saw Gerrera a été mentionné, alors quelques mots à son propos, car il joue un rôle non négligeable dans Catalyseur aussi bien que dans Rogue One, où il est incarné par l'immense Forest Whitaker, qu'on a cependant connu plus inspiré, même s'il a certains paquets de drouilles à son actif. Et son influence pèse dans les cendres de Jedha aussi. Saw Gerrera est encore relativement jeune et en tout cas en relativement bonne santé quand il apparaît dans Catalyseur. Il est alors essentiellement un contrebandier et pas encore véritablement un partisan, même s'il a pris part à sa manière à la guerre des clones. Mais il est présenté comme un homme particulièrement charismatique et doté d'un certain bagou. Là encore, sans surprise, il y a un contraste assez marqué entre ce que Luceno prétend à son propos et ce qu'il met effectivement en scène. C'est aussi un homme agressif, voire brutal, même si pas bête, et il n'aime pas l'Empire, et ses ingérences, au fond les mêmes que celles qu'il avait combattues durant la guerre des clones. Dès lors, il joue un rôle déterminant dans l'affaire du système Salient, où, avec Assobit, il cherche à nuire autant que possible aux intérêts impériaux dans la région, ce qui les oppose directement à Tarkin. Par ailleurs, il est amené à sauver les RSO en les évacuant de Coruscant, tâche que Assobit n'est pas en mesure d'accomplir et qu'il a donc confiée à son ami contrebandier. Il noue ainsi des liens avec la famille, dont bien sûr la petite Jean, ce qui, là encore, explique le début de Rogue One. Quand, dans le film, Saw vient chercher Jean cachée des impériaux, l'âge de la fillette laisse entendre qu'il s'est passé somme toute assez peu de temps entre la fuite de Coruscant et la capture de Galen et le meurtre de Lyra par Krennic, et donc entre la fin de Catalyseur et le début de Rogue One. C'est un Saw Gerrera relativement jeune qui apparaît en contre-plongée via les coutilles. Il n'est alors pas aussi amoché qu'il le sera une quinzaine ou vingtaine d'années plus tard sur Jedha au moment du corps du récit du film de Gareth Edwards. Saw Gerrera, bien sûr, apparaît dans X-Wing et sous deux formes, un pilote de Ewing UT-60D et un équipage. Les deux cartes ne se trouvent que dans l'extension Les Renégats de Saw. L'illustration de la carte d'équipage représentant visiblement le Saw Gerrera jeune, commençons par celui-ci. Elle met en place une mécanique particulièrement brutale et en même temps un peu suicidaire, qui est assez emblématique du personnage et de son rôle, mais surtout dans le film Rogue One, davantage que dans Catalyseur. Cependant, si l'équipage Saw Gerrera s'inflige des dégâts à lui-même pour se montrer plus agressif, ce qui j'imagine peut renvoyer à la condition physique désastreuse du personnage vieilli dans Rogue One, le pilote Saw Gerrera pousse les autres à prendre des risques, quitte à se tourner en kamikaze. Une capacité pour le coup assez intéressante. On aura l'occasion de voir par la suite que cette approche est ce qui distingue les extrémistes que sont les partisans de Saw et les rebelles qui se veulent plus subtils et regardants. Encore que, le propos du film, initialement sur un mode très l'armée des ombres d'ailleurs, démontre assurément que l'Alliance rebelle, pour faire triompher ses objectifs, peut être amenée à commettre des saloperies. Dans les cendres de Jedha encore, les relations entre les deux groupes seront affectées par une suspicion marquée d'hypocrisie, mais on y reviendra plus tard. D'autres personnages majeurs de l'univers étendu apparaissent dans Catalyseur, essentiellement voire systématiquement du côté de l'Empire galactique. Mais l'empereur Palpatine comme Dark Vador sont à l'arrière-plan, on les mentionne parfois mais ils ne jouent pas de rôle majeur. Mas Amedda est davantage présent, le supérieur que Krennic doit convaincre de ses compétences pour monter au grade, un bonhomme exigeant, arrogant et perfide. Mais Amedda n'apparaît pas dans X-Wing et ce ne sera probablement pas demain la veille qu'il y pointera le bout de ses cornes, pas dit de toute façon que ce politicien y aurait vraiment sa place. Des personnages majeurs de l'univers étendu, un seul joue vraiment un rôle important dans le roman de James Luceno et c'est Tarkin. Rappelons que 2 ans plus tôt, il lui avait consacré un autre roman Star Wars sobrement titré Tarkin. Mais dans les deux romans, le même travers se constate, Tarkin devrait être beaucoup plus intelligent que ça. Ici, à vrai dire, sa guéguerre d'influence avec Krennic, qui se prolongera dans Rogue One, est malheureusement plus ennuyeuse qu'autre chose. Heureusement, il y a Assobit entre les deux qui sauve les meubles, disons.
Il faut aussi évoquer un point concernant Rogue One, car je n'aurai pas vraiment l'occasion d'y revenir. Dans Un Nouvel Espoir, bien sûr, le grand Moff Tarkin était incarné par le non moins grand Peter Cushing, mais celui-ci est mort en 1994. Et la décision de faire apparaître le personnage dans Rogue One, et qui se tient, car Catalyseur confirme assurément qu'il joue un rôle de premier plan dans cette affaire, a amené l'équipe du film à oser un truc un peu dingue en reconstituant l'acteur numérique, une chose qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Le résultat est certes convaincant et même assez bluffant, sans être parfait. À titre personnel, je crois avoir été beaucoup plus impressionné par l'ultime plan du film, qui rajeunit Carrie Fisher pour lui rendre l'apparence qu'elle avait dans l'épisode 4 une quarantaine d'années plus tôt. L'actrice était encore vivante alors, de la sortie du film, mais elle mourrait 2 semaines à peine après la première, ce qui rend cette conclusion très puissante à l'idée d'autant plus troublante. Là, pour le coup, le résultat me paraît vraiment très impressionnant. Le grand Moff Tarkin apparaît dans X-Wing sous la forme d'un équipage impérial. Je dois avouer ne jamais l'avoir joué. Il y a sans doute un truc à faire avec, mais je ne sais pas. Je suppose que c'est typique de ces officiers impériaux dont on suppose qu'ils peuvent faire des trucs complètement pétés, mais sans que l'on sache au juste comment s'y prendre. Voici pour Catalyseur. Passons donc maintenant à la pièce centrale, le film Rogue One de Gareth Edwards. Notez sur cette affiche les nouveaux vaisseaux que sont le U-Wing et le TSK Striker apparaissent d'ores et déjà en bas à droite. Et ce premier film, Star Wars Story, m'a bien plu, au premier visionnage comme au revisionnage. Même si on m'a objecté que le film avait une genèse un peu chaotique, j'ai pourtant l'impression que l'équipe, entendue au sens large, dans le cadre de ce qui est après tout une franchise, a pris le temps de se poser un peu et de se demander comment faire un film Star Wars qui s'inscrirait bien dans la licence, tout en lui conférant quelque chose de singulier qui le distinguerait de manière pertinente, et ce, à tous les niveaux. Et je crois que ça a fonctionné. Je n'ai pas vraiment accroché à la bande originale de Michael Giacchino, qui devait être différente de celle de John Williams, mais elle témoigne assurément dans ses principes de ce que j'avance ici. Vous trouverez sur l'article du blog le lien d'une vidéo qu'on m'avait signalée, qui est très intéressante et pertinente à cet égard, je vous y renvoie. Mais je crois que cela vaut autant pour le scénario, le cadrage, le montage, le rythme, tout spécialement en fait l'association de ces derniers éléments. Bien sûr, le fait que l'on sache d'emblée comment tout cela finira biaise le ton, mais je crois de la meilleure des manières, car sans en faire trop dans la pompe et les violons patriotiques, si commun et pénible pour ne pas dire insupportable dans les films de guerre américains. C'est très sensible à la toute fin du film, conçu pour émouvoir bien sûr, mais sans en faire vraiment des caisses. En outre, elle nous épargne l'ultime baiser, ouf, tout en jouant avec les nerfs du spectateur à cet égard. Or, Rogue One est bien un film de guerre, mais en même temps il louche beaucoup sur une variation qui parlera peut-être plus particulièrement au public français, toujours chatouilleux sur la question dans ses aspects pourtant essentiellement mythiques, en mettant en scène une forme de résistance, mais pas idéalisée justement. J'ai avancé plus haut le titre de l'Armée des Ombres et, sans parler d'une influence directe, je ne le fais qu'à titre d'exemple, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça, dans l'inéluctabilité du massacre final sans doute, mais aussi, chose plus particulièrement audacieuse dans un film Star Wars, dans la mise en avant du fait que, pour faire triompher sa cause, l'Alliance rebelle est capable de se salir les mains. Les censément héros, les censément gentils, sont amenés à commettre de vraies saloperies pour le plus grand bien, au niveau du commandement comme à celui de l'exécution. Et ça, pour le coup, c'était inattendu. Très inattendu. Mais d'autant plus pertinent qu'il s'agissait d'associer les rebelles aux extrémistes de Saw Gerrera. Ici, l'aspect moyen-oriental de Jeddah n'a sans doute rien d'innocent et ne manque pas de renvoyer le spectateur à des images très contemporaines où la frontière entre la résistance et le terrorisme est plus ténue que jamais. Rogue One n'est sans doute pas parfait. On doit objectivement relever des défauts ça et là. J'aurais envie de mettre en avant quelques répliques un peu trop lourdingues, surtout des punchlines bien plates et qui sonnent particulièrement faux dans ce contexte. Mais oui, je l'aime bien voir beaucoup ce film. En fait, c'est clairement pour moi le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Comment ça, c'est pas difficile? Au début du film, Krennic se rend sur Lamu, une planète dotée d'anneaux où les Hersos se sont réfugiés. Mais il ne s'y rend pas seul, il a avec lui une escouade de Death Troopers, des Stormtroopers d'élite que, suite au film, on a eu tendance à associer au directeur Krennic, mais à tort car ils ont aussi pu faire office de garde du corps pour le grand Moff Tarkin notamment. Ils sont censément redoutables, mais le film n'en témoigne pas forcément tant que ça. Et hélas, dans X-Wing, les Death Troopers, issus de l'extension TIE Reaper, sont une amélioration à mon sens peu ou prou injouable, surtout du fait qu'ils requièrent 2 emplacements d'équipage. Leur effet serait autrement amusant, mais même en n'occupant qu'un seul emplacement d'amélioration, je doute qu'il serait très pertinent du fait, cette fois, de sa portée très limitée. Bon, la conjonction des deux...
Alors les Death Troopers ne sont pas très intéressants dans X-Wing. À vue de nez, si on veut les voir au top dans un jeu FFG, on se tournera plutôt vers Légion, où ils semblent se montrer véritablement redoutables. Les retrouvailles entre Krennic, Galen et Lyra se passent mal. Cette dernière est abattue par les Death Troopers sur l'ordre de Krennic qu'elle ne parvient qu'à blesser à l'épaule. Et les Impériaux embarquent le scientifique. Bal et Erso avaient mis en place un protocole pour permettre à leur fille Jean de se cacher et d'échapper aux Impériaux. À vue de nez, à ce moment du film, elle doit avoir 5 ou 6 ans. Il ne s'est donc pas passé beaucoup de temps depuis la fin de Catalyseur, et comme on l'a vu plus haut, c'est Saw Gerrera qui vient à son secours et qui l'emmène sur Jeddah, où il lui donnera une instruction très particulière. Mais cette séquence n'était qu'un prologue, le reste du film se déroule à vue de nez une quinzaine d'années plus tard. Du coup, quand nous retrouvons Jean, elle est désormais une jeune femme, incarnée à l'écran par Felicity Jones, et tout indique qu'elle a vécu une vie tumultueuse. Jyn Erso est la principale héroïne de Rogue One, même si le film tente visiblement de mettre en avant le groupe. La tragédie de sa vie et le courage dont elle fait toujours preuve lui confèrent tout de même la première place. Jyn Erso figure bien sûr dans X-Wing, on la trouve dans le kit de conversion d'Alliance Rebelle. Elle procure une capacité très intéressante et relativement souple d'usage du fait de sa longue portée, qui peut s'intégrer sans peine dans des combos très amusantes. Je ne suis pas certain qu'elle résonne bien avec son rôle dans la saga, mais bon. Jyn fait bientôt la rencontre de Cassian Andor, Diego Luna à l'écran, qui a une gueule très appropriée, quand celui-ci la libère de manière intéressée d'un convoi de prisonniers impériaux. Cassian est membre de l'Alliance Rebelle, mais il est aux antipodes de ce que sera bientôt un Luke Skywalker. Agent de terrain, Cassian est un espion et un assassin. Il sait que la rébellion doit se salir les mains pour l'emporter et il est tout disposé à en endosser la responsabilité. Il ne vit que pour ça. Au début du film, nous le voyons abattre froidement un indique trop nerveux et il se voit plus tard confier la mission d'assassiner Galen Erso, quitte à manipuler sa fille Jean pour y parvenir. Il avait alors déjà manipulé pour avoir accès à Saw Gerrera. Et tout ceci sous les ordres du général Draven, le chef du renseignement rebelle, sur lequel je reviendrai en temps voulu. Cassian serait un triste salaud alors ? Eh bien, pas totalement, mais parce que l'influence de Jean ainsi que ses autres camarades l'amènera à prendre en considération son rôle dans la rébellion et les méthodes dont celle-ci dispose pour combattre l'Empire. En baïonnette intelligente, il pèsera aussi bien sa responsabilité personnelle que la nécessité parfois d'enfreindre les ordres de ses supérieurs. C'est du coup un personnage plus complexe qu'il en a l'air et assez intéressant. Cassian Andor apparaît dans X-Wing sous 2 formes, comme décidément un certain nombre d'autres dans cet article, un équipage et un pilote de U-Wing UT-60D. Comme Jyn Erso, il figure et sous ces 2 formes dans le kit de conversion d'Alliance Rebelle. En tant qu'équipage, Cassian Andor fournit une aptitude passablement tordue qui renvoie à son statut d'espion, mais c'est bien trop tordu pour ma pomme, et ça me paraît d'un intérêt très limité, voire incompréhensible. En tant que pilote de U-Wing UT-60D, et de fait on le voit régulièrement aux commandes de ce vaisseau dans Rogue One, ça n'est certainement pas le cas de la plupart des autres, Cassian Andor offre une capacité totalement différente et assez intéressante en fait, qui joue davantage sur le soutien en débarrassant ses alliés de marqueurs de stress, ce qui peut faire sens au regard de son rôle initial lors de la bataille de Scarif. Dans le film, Cassian Andor est comme souvent dans Star Wars associé à un droïde qui répond au nom de K2SO, incarné en motion capture par Alan Tudyk. Il s'agissait initialement d'un droïde de sécurité impériale, mais il a été reprogrammé et est désormais le plus fidèle camarade de Cassian. Il a toujours, cela dit, l'apparence d'un droïde impérial, et il en joue parfois, mais il s'avère un rebelle convaincu. C'est un personnage assez amusant qui remplit bien son office, en ayant pour le coup des répliques qui vont bien, et ses mouvements très particuliers rendent joliment à l'écran. Il n'apparaît toutefois pas dans X-Wing. La mission de Cassian, et par la force des choses de Jean, est initiée par la rumeur selon laquelle un pilote impérial aurait déserté qui disposerait d'informations sur une super arme secrète de l'Empire Galactique. Au sein de l'Alliance Rebelle, beaucoup refusent de croire à l'existence de cette station de combat, mais le général Draven prend la menace suffisamment au sérieux pour monter des opérations afin d'en savoir plus. Ce pilote impérial se serait rendu sur Jeddah, une lune exploitée par l'Empire, pour y rencontrer Saw Gerrera et Cassian et Jean de se rendre sur place, celle-ci ayant pour objet de faciliter au premier l'accès au chef des partisans de Jeddah, un vieux bonhomme pas commode et qui a rompu les ponts avec l'Alliance Rebelle, désireux qu'il était de combattre les impériaux à sa manière pour le moins brutale. La rumeur disait vrai, et le déserteur impérial, ce qui évoque Finn pour le coup, se nomme Bodhi Rook, et il est joué par Riz Ahmed. Hélas pour lui, il découvre bientôt que le nom de Galen Erso, car c'est le savant qui a organisé la fuite du pilote en lui confiant un hologramme révélant qu'il a affecté l'étoile de la mort d'une faille critique, le nom de Galen Erso donc n'est pas le sésame espéré. Un Saw Gerrera paranoïaque soumet Bodhi Rook à une tolérance de torture assez horrible.
Mais le personnage s'en remet visiblement vite, probablement trop vite en fait. Et est-ce parce qu'il est tout spécialement désireux de se racheter après avoir servi l'Empire Galactique? Il se montre très courageux aussi bien sur Eadu que sur Scarif. En fait, il joue probablement un rôle de premier plan dans la formation de l'escadron Rogue One, puis lors de son unique mission, c'est à vrai dire lui qui le nomme. Bodirook apparaît dans X-Wing comme un pilote de U-Wing UT-60D et on le voit effectivement aux commandes de cet appareil à plusieurs reprises dans le film. Il se trouve dans le kit de conversion de l'Alliance Rebelle. Sa capacité est assez intéressante qui favorise considérablement l'acquisition de cibles pour ses camarades. Et c'est pertinent au regard du film. Mais voilà, Bodirook découvre donc dans la douleur que Saw Gerrera, comme ses partisans, sont méfiants, fanatiques et brutaux, portés aussi aux attentats peu ou prou suicidaires. Et Saw Gerrera à ce stade est un vieil homme au corps en charpie et à demi fou, voire un peu plus que ça. La performance de Forest Whitaker dans le film est assez déstabilisante. Le personnage a sans doute quelque chose d'inquiétant, mais côté charisme, c'est davantage à débattre. Or, il est supposé faire preuve de charisme, et de fait son mouvement est étendu, ce qui se traduit dans X-Wing par des cartes de pilote génériques. L'extrémiste ange des cavernes renvoie au pilote de X-Wing T-65, tandis que le renégat partisan représente les pilotes génériques de U-Wing UT-60D. Tous deux figurent seulement dans l'extension Les Renégats de Saw. Et dans ce film qui comprend assurément des héros, mais met davantage l'accent sur le groupe que les autres films Star Wars, les partisans de Saw Gerrera sont peut-être aussi importants que lui, ne serait-ce qu'en termes d'impact visuel. Car certains attirent plus particulièrement l'œil, et c'est notamment le cas des deux frères Deux Tubes, Baltic et Edrio. Ce sont des tognates assez rudes, et leur surnom provient de ce que l'atmosphère de Jedha, si différente de celle de leur planète natale Yartogna, leur impose de porter en permanence un appareil respiratoire adapté. Les deux frères sont présents dans X-Wing, tous deux dans l'extension des Renégats de Saw, mais ils pilotent des vaisseaux différents. Baltic de Tube est un pilote de U-Wing UT-60D, tandis qu'Edrio de Tube est un pilote de X-Wing T-65. Prise en tant que telle, la capacité d'Edrio de Tube n'est pas très intéressante, si celle de Baltic de Tube peut l'être. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que les deux sont faits pour être joués ensemble. Ça produit alors une combo très très rigolote, d'une efficacité peut-être à débattre, mais qui, entre les mains d'un bon joueur, peut sans doute se montrer pertinente. En tout cas, dans l'absolu, l'idée que les deux frères combattent ainsi est assurément très bienvenue. Si l'allure des frères de Tube fait qu'ils attirent l'œil avant tous les autres, certains de leurs collègues ne sont pas en reste. Ainsi McVayaro avec son maquillage de commando black metaleuse dépressive. Mais le film ne la met pas autrement en avant. Elle n'en figure pas moins dans X-Wing, là encore sous une forme dédoublée, les deux améliorations se trouvant dans les Renégats de Saw. En tant qu'équipage, McVayaro permet de verrouiller l'attaquant quand elle défend, ce qui me paraît assez bof. McVayaro est plus intéressante en tant que pilote de U-Wing UT-60D. Là encore, son approche est défensive, mais cette option anti-relance peut se montrer très utile, même si plus ou moins, je suppose, fonction de ce que l'adversaire y oppose. Mais j'ai eu l'occasion de l'affronter et elle était sacrément chiante. Parmi les autres renégats, on compte notamment le très mystérieux Kulby Spirado, un meftien dont le film là encore ne dit à peu près rien, mais joue assurément sur son apparence. Or, Kulby Spirado figure dans X-Wing, toujours dans les Renégats de Saw, en tant que pilote de X-Wing T-65 cette fois. Sa capacité spéciale joue avec sa configuration servomoteur S-Foils. J'avoue ne pas assez maîtriser ce châssis pour juger de la pertinence de cette aptitude. Citons un dernier partisan de Saw Gerrera et membre de l'escadron des Anges des Cavernes, avec Livan Tenza. Là encore, le film est pour le moins mutique concernant le passé de ce Sabbat, tout en jouant sans vergogne de son impact visuel. D'autres sources cependant nous apprennent qu'il a été membre de l'Alliance Rebelle et que ça s'est mal passé. Accusé d'avoir lancé une attaque contre des impériaux en faisant fi de ses ordres explicites, il avait été mis aux arrêts et risqué la cour martiale. Mais il s'est évadé et a rejoint les partisans de Saw Gerrera, dont les méthodes lui convenaient davantage. À vrai dire, c'est à cet égard un personnage assez emblématique. Comme Edrio de Tube et Kulby Spirado, Livan Tenza apparaît dans X-Wing, dans l'extension Les Renégats de Saw, en tant qu'ange des cavernes et pilote de X-Wing T-65. Sa capacité spéciale lui offre une option d'évasion liée, sachant que ce châssis ne bénéficie normalement pas de cette action. C'est assez intéressant, même s'il faut prendre en compte son initiative assez basse. Ici, opérons un petit saut dans le temps et changeons de support. Dans Rogue One, nous quittons Jedha dans la précipitation alors que le tir-test de l'étoile de la mort ravage Jedha City. Si les héros qui composeront bientôt l'escadron Rogue One parviennent à fuir, nous sommes amenés à supposer que tous les autres personnages que nous y avons croisés meurent dans la catastrophe. Et pourtant non, ainsi que nous le montre le 7e TPB de la série Marvel Star Wars, tout récemment sorti en français, qui correspond à un arc titré Les Cendres de Jedha, regroupant les épisodes 38 à 43 de la série.
Et cet arc a une certaine importance car c'est alors Kieron Gillen qui devient le scénariste de la série, ce qui lui permet de retrouver le dessinateur Salvador Larroca. Or, le duo en son temps avait convaincu sur la série Dark Vador. La série Star Wars se déroule entre un nouvel espoir et l'Empire contre-attaque, somme toute assez peu de temps après Rogue One donc, et met en scène les héros des films. Luke Skywalker, auréolé de la gloire de la bataille de Yavin, mais obsédé par l'idée de trouver quelqu'un ou quelque chose en mesure d'en faire un vrai chevalier Jedi, or sa naïveté en la matière le met perpétuellement en danger. Leia Organa, toujours aussi active, menace idéale, aussi efficace en tant que diplomate qu'avec un blaster entre les mains, Han Solo et Chewbacca, un peu indécis quant à leur rôle au sein de l'Alliance rebelle, mais leur bon fond leur fait sans cesse retarder leur départ pour porter une fois de plus assistance à leurs amis, etc. Bon, ça, d'accord, mais Jedha a bien été détruite dans Rogue One, donc peu de temps avant un nouvel espoir, non? Eh bien, pas tout à fait. Car les auteurs jouent de la carte surréaliste ici. On peut, c'est Star Wars, pas du Greg Egan. Jedha a été largement détruite par l'étoile de la mort, mais pas totalement non plus. La sphère est méchamment entaillée et de la roche s'en extrait sans cesse qui frappe la planète d'Adjeda en pluie de météorites, mais il y a toujours quelque chose qui flotte dans l'espace, un astre malade et infernal. Et pas totalement inaccessible. Les conditions y sont atroces, mais on peut toujours poser le pied sur Jedha, jusqu'à se tenir au bord de l'abîme, l'endroit le plus terrifiant de la galaxie, qui pue la menace fasciste de l'Empire et la domination sarcastique du côté obscur. Or, Jedha, même ainsi, n'est pas dénué de ressources. L'Empire n'en a pas fini avec la Lune à demi morte. Déjà, au moment de Rogue One, il y menait des opérations d'extraction pour extorquer à la Lune ses précieux cristaux Kyber, et il entend bien continuer en faisant appel aux machines titanesques de la reine Trios de Shooterone. Ce qui inquiète les rebelles. Une entreprise aussi ample génère aussitôt la suspicion. L'Empire construirait-il une nouvelle super-arme tueuse de planètes ? Il faut tout faire pour l'en empêcher. Notre petit groupe de héros, emmené par Leia, entend faire la lumière sur les intentions de l'Empire et les contrarier autant que possible. Et Luke est d'autant plus partant que le temple de Jedha, s'il n'en reste quelque chose, pourrait lui en apprendre beaucoup sur les chevaliers Jedi. Maintenant, il leur faudra négocier. Car tous les partisans de Saw Gerrera ne sont pas morts lors du tir-test de l'étoile de la mort. Beaucoup d'entre eux ont péri, dont Saw lui-même, mais d'autres, et la plupart de ceux que je viens d'évoquer, ont pu, comme les membres de l'escadron Rogue One, emprunter un vaisseau en catastrophe pour fuir Jedha en proie à la destruction. Et ils ont un nouveau chef qui n'est autre que Bentig de Tube. Le Dognat, écœuré par la destruction de Jedha et par la mort de son frère de couvée Edrio, est devenu un leader au moins aussi dur que Saw Gerrera et peut-être davantage encore. Négocier avec lui s'annonce compliqué. Comme son prédécesseur, il ne fait absolument pas confiance aux rebelles, et ses méthodes brutales et violentes, on le voit abattre froidement, bien défigurant et menacer d'en faire autant avec Leia et compagnie, contrastent avec l'approche héroïque et gentille personnifiée par les héros de la saga. Mais ces derniers sont-ils des hypocrites, ou des faibles, condamnés d'avance ? Le surréalisme et la démesure de cet arc, conjointement avec le questionnement moral qu'implique forcément la rencontre des héros de Star Wars avec Bentik et les reliquats fanatisés des partisans de Saw Gerrera, en font globalement une réussite. Même les préoccupations mystico-trucs de Luke Skywalker, qui généralement ne me passionnent pas, voire m'irritent, fonctionnent plutôt bien ici du fait de la naïveté un peu infantile de Luke, mais aussi et probablement surtout de l'ambiance soignée de ces épisodes, qui ressort aussi bien du scénario que du dessin. Et là, il y a un problème à adresser. Globalement, Salvador Larroca accomplit un très beau travail, bénéficiant d'une coloration soignée de Guru FX. Le cadre apocalyptique de Jedha, battu par des tempêtes permanentes qui font s'effriter l'astre morbide toujours un peu plus, produit des planches superbes et qui, étrangement, s'accommodent très bien de l'action toujours limpide et qui joue régulièrement sur les ombres et les silhouettes. Par ailleurs, la démesure des machines de Shooterone produit un effet typique du Sense of Wonder versant Big Dumb Object, à propos dans une saga tournant autour de super-armes de la taille d'une planète. Enfin, le versant mystique de l'histoire bénéficie des visions surréalistes de l'abîme comme d'un caractère design soigné qui, étrangement ou pas, a pu me faire penser à des choses plutôt franco-belges en fait, du Mobius, du Casa, du Druillet peut-être. Le problème, c'est les personnages. Pas tous, hein. Les héros de la saga, ceux qui ont des visages humains clairement identifiables, sont les premiers visés, même si ce défaut affecte aussi, mais dans une moindre mesure, la reine Trios et le cruel commandant Kanchar, au look par ailleurs très improbable. Le truc, c'est que Larroca, pour représenter les personnages emblématiques de la saga, a recours à une technique visant une sorte de photoréalisme et reposant bel et bien sur des clichés célèbres des films, qui produit un résultat parfaitement dégueulasse. Le mot n'est pas trop fort, tranchant sur la qualité remarquable d'absolument tout le reste.
Je ne sais pas si c'est un choix personnel ou une directive de Marvel, mais le résultat est franchement abominable. Les traits sont moches, les poses figées, l'émotion absente, la pertinence à peu près jamais de mise. Je vous renvoie à un article dont vous trouverez le lien sur le blog, qui pose, si jamais, le problème, le pose bien et l'illustre avec acuité. C'est vraiment dommage parce que le reste est bon, voire très bon. Et pourtant, je comprendrais que des lecteurs fuient cet arc ou la suite des opérations à cause de cette très très mauvaise idée. Zou, retour en arrière à Rogue One. Cassian Andor, Jyn Erso et K2SO ne rencontrent pas seulement sur Jedha, Body Rook et les renégats de Saw Gerrera. Pris dans la panique d'un attentat, ils sont sauvés par deux curieux personnages sans autre affiliation, même si l'on a appris par la suite qu'ils avaient un temps collaboré avec Saw Gerrera avant de se séparer en mauvais termes. Ils joueront cependant un grand rôle dans cette histoire, sauvant Cassian Andor et Jyn Erso plus d'une fois, sur Jedha puis sur Eadu et enfin sur Scarif, où leur dévotion absolue les pousse au sacrifice pour une cause qu'ils n'avaient jamais explicitement embrassée. Et ces deux personnages sont incarnés par deux acteurs chinois, ce qui a fait jaser forcément. Côté politiquement correct marketing truc, bon, vous connaissez les trolls de Star Wars. Donnie Yen et Chiwetel Ejiofor et Jiang Wen jouent son bro Baze Malbus. Tous deux sont des gardiens des Whills, soit des sortes de moines associés au temple du Kyber à Jedha qui révèrent la force sans y être toutefois sensibles même en principe. Chiwetel Ejiofor pourtant pourrait laisser croire le contraire. Ce moine aveugle, un trait du personnage choisi par son acteur et qui évoque beaucoup de références, même si pour le coup je serais amené à chercher du côté du Japon avec Zatoichi. Et ce moine donc est un expert en arts martiaux très habile avec son bâton, mais aussi avec l'impressionnante arbalète traditionnelle de Jedha. C'est un homme dévot, bien plus que son bro, et il répète sans cesse son mantra « Je fais corps avec la force est avec moi ». Et il semblerait bien qu'elle le soit, oui, jusqu'à un certain point. Cela dit, il est présenté en même temps comme un homme plutôt simple et blagueur, hélas pas toujours à bon escient, il a quelques-unes des punchlines les plus ineptes du film, un peu filou aussi. Il est indéniablement charismatique, pourtant il n'a jamais intégré X-Wing. Alors que son bro, si, Baze Malbus, lui aussi un des gardiens, mais qui fait de suite beaucoup moins penser à un moine que Chiwetel Ejiofor. Il a aussi été un assassin, semble-t-il, et a peut-être davantage le physique de cet emploi. Dans l'absolu, Baze n'est pas forcément colossal, mais il est, disons, épais, impression renforcée quand il se tient aux côtés de son ami Sherrod, davantage format crevette, ce qui ne l'empêchera rien de vous coller une branlée. Il a assez clairement quelque chose d'un Chewbacca dans sa relation à son BFF, son Han Solo à lui, la brute bougonne mais à très bon fond et qui tape lourd pour la cause avec son putain de gros flingue emblématique. Est-ce qu'il a perdu la foi pour mieux le retrouver à la fin comme de juste? Lui ne fait initialement pas dans le mantra et sermonne plus qu'à son tour Chirrut pour sa dévotion aveugle qui le met perpétuellement en danger. Heureusement, il est toujours là pour lui. Et Baze Malbus figure donc dans X-Wing à la différence de son copain. Il est un équipage rebelle et on le trouve dans le kit de conversion de la faction. Sa capacité ne fonctionne qu'à très courte portée, mais lui permet de faire de la double concentration, ce qui est toujours sympathique. Il est beaucoup moins cher à ce jour qu'un copilote perspicace, mais tout de même moins intéressant, à cause du stress, et fiable à cause de la portée. Bon, je n'y crois pas trop personnellement. Alors que Jedha meurt, ou presque, sous le tir-test de l'étoile de la mort, nos héros parviennent à s'enfuir. À ce stade, le groupe comprend Jyn Erso, Cassian Andor, K2SO, mais aussi Body Rook, encore secoué par son interrogatoire, et enfin un peu des pièces rapportées dans cette affaire, Chiwetel Ejiofor et Baze Malbus. Donc, ensemble, ils formeront le cœur de l'escadron Rogue One. Mais avant cela, ils ont une autre mission à remplir. Ils se rendent sur la base secrète d'Eadu aux conditions atmosphériques infernales, où travaille Galen Erso. Mais Cassian s'est vu confier une mission qu'il doit tenir secrète. Si lui se rend là-bas, c'est pour assassiner le scientifique collaborateur. Il fléchira pourtant, tout son groupe, et pas seulement la courageuse Jyn, même sans dire les choses ouvertement, pèse dans sa décision finale, qui l'amène à méditer sur ce que signifie au juste son adhésion à l'Alliance rebelle, et notamment son obéissance inconditionnelle aux ordres de son supérieur, le général Draven. Le cruel Krennic et les Death Troopers sont également de la partie, mais il n'y a pas forcément grand-chose à en dire de plus. La seule autre carte véritablement en rapport avec Eadu dans X-Wing est un pilote de TIE Reaper, le capitaine Ferof, dont nous ne savons à vrai dire rien, mais l'illustration de sa carte le situe sans l'ombre d'un doute sur Eadu. À vrai dire, je ne crois pas que l'on voit de TIE Reaper dans le film lors de cette séquence, mais je peux me tromper. La capacité de Ferof est la variante défensive de la capacité offensive du Major Vermeil, et je préfère pour ma part cette dernière, et c'est à peu près tout. De retour sur Yavin 4, il nous faut parler un peu plus du général David Draven que j'ai mentionné à plusieurs reprises, et qui est joué dans le film par Alistair Petrie.
C'est donc le chef du renseignement rebelle, et en tant que tel le supérieur de Cassian Andor. Ce vétéran de la guerre des clones est un homme dur, très agressif verbalement, et parfois cynique, pas exactement le portrait que l'on se fait traditionnellement du gentil combattant de la liberté. Draven sait que l'Alliance rebelle doit se salir les mains parfois, pas seulement pour vaincre d'ailleurs, pour simplement survivre. Ses agents dès lors accomplissent les missions qui puent un peu et sans se pincer le nez, sabotage, assassinat ciblé ou moins ciblé, etc. Mais Cassian Andor est amené à lui désobéir, présageant de la sorte la formation de l'escadron Rogue One, qui, refusant de suivre les ordres du commandement paniqué, ce qui inclut Saffron Draven, enfin non qu'il panique lui, mais c'est un homme avant tout pragmatique, qui décide donc de s'attaquer à Scarif pour y récupérer les plantes d'étoiles de la mort, incluant la faille conçue par Galen Erso. La carrière de Draven se poursuivra après Rogue One puis la bataille de Yavin, jusqu'à ce qu'il périsse des mains même de Dark Vador, se sacrifiant pour permettre à Leia de fuir, ainsi qu'on le verra dans la BD Star Wars. Peut-être s'agit-il d'une forme de rédemption, ou pas. En tout cas, il incarne d'ici là une figure alternative de l'officier rebelle, compétent sans doute, mais beaucoup moins héroïque, surtout au sens moral, que les Luke, Leia, Han, Chewie et compagnie. Le général Draven n'apparaît pas dans X-Wing, il y aurait sans doute moyen d'en tirer quelque chose. Cela dit, le haut commandement rebelle tel qu'il est décrit dans Rogue One n'est pas exactement tip-top dans l'ensemble. La plupart de ses représentants paniquent donc quand ils apprennent que l'étoile de la mort n'a rien d'un mythe, et on peut supposer que beaucoup d'entre eux étaient justement disposés à n'y voir qu'une rumeur sans aucun fondement. À ce stade, ils ne pensent plus guère qu'à fuir. Jyn Erso, pourtant très fraîchement rebelle et abattue par le décès de son père, qu'elle n'avait plus vu depuis tant d'années, plaide pour un assaut sur Scarif, là où se trouvent les archives impériales qui permettront de planifier la destruction de la station de combat impériale, conformément aux instructions de Galen. Mais on ne l'écoute pas, bien rares sont ceux qui, comme Radius, le très agressif amiral Mon Calamari, il n'y a pas qu'Akbar dans ce cas, jugent que le plan de Jyn doit être tenté, même s'il est franchement désespéré, parce que c'est le seul moyen pour l'Alliance rebelle de survivre. La panique équivaut peu ou prou à sa dissolution effective. Radius non plus ne figure pas dans X-Wing, pas plus qu'Akbar en fait. Tous deux seraient bien à leur place dans les vaisseaux immenses que FFG nous a promis parallèlement au mode de jeu épique. Mais le discours de Jyn n'est pas un flop complet. Dans l'anarchie du quartier général, si les grands noms ont fait la sourde oreille, d'autres rebelles de rang inférieur se sont montrés plus réceptifs. Parmi eux, ceux qui sont devenus ses amis sur Jedha et Adu, mais aussi d'autres, des gens avec qui elle n'avait jamais été en rapport. L'assaut sur Scarif a été prohibé en définitive par le haut commandement frileux, mais tous ces rebelles, vont se montrer rebelles et refuser de se plier aux ordres. Ensemble, ils formeront l'escadron Rogue One, un nom improvisé par Body Rook, mais semble-t-il très référentiel dans l'univers légende, et partiront pour Scarif dans une mission dont ils savent bien qu'elle est probablement suicidaire. On pourrait être tenté de dire que ce sont précisément Jyn Erso et Rogue One qui introduisent effectivement l'héroïsme dans l'Alliance rebelle, là où le tableau qui en était dressé jusqu'alors dans le film n'était pas aussi engageant. Ensemble, ils pavent le terrain pour les héros à venir, les Luke Skywalker, les Han Solo, tandis que la princesse Leia, en fait déjà de la partie, mais encore dans l'ombre, figurera jusqu'à l'extrême l'Alliance rebelle dans ce cas-là de plus noble. Dans la série Marvel Star Wars tout spécialement, Luke est obsédé par le précédent de Jyn Erso et y rend sans cesse hommage. Une Jedi mise à part, elle est le modèle à suivre. Ces doublement rebelles incarnent en fin de compte l'altruisme. Dans le vocabulaire de X-Wing, le talent qui devrait être normalement adjectif, mais ne l'est bizarrement pas en français, associé à la rébellion. Hélas, cette carte n'est pas hyper séduisante, outre que son illustration est en ce qui me concerne une des plus moches du jeu, ce qui est ballot tout de même. L'escadron Rogue One, outre les héros que nous suivons depuis Jedha, comprend beaucoup d'anonymes. Cependant, un peu à la manière de ce qui s'était passé avec les partisans de Saw Gerrera, le film joue de l'impact visuel pour faire ressortir des personnages dont on ne sait rien par ailleurs. Mais ici, cela profite surtout à un personnage, un Yakaru du nom de Bistan, qui officie en tant qu'artilleur sur un U-Wing UT-60D, mais qui prendra part ensuite, comme les autres, au combat au sol. Et Bistan figure bien dans X-Wing, justement en tant qu'artilleur, et assez intéressant d'ailleurs puisqu'il fournit une option de double attaque à son vaisseau s'il est dossé d'une tourelle. Au passage, il figure également dans Légion, en tant que commando. Maintenant, s'il faut bien se rendre sur Scarif, sur place, la mission de Rogue One consistera essentiellement en infiltration et en combat au sol. Ce qui ne signifie pas que Jyn Erso et ses amis doivent se passer de soutien aérien. En fait, un second escadron, d'une certaine manière, rassemble des pilotes qui choisissent eux aussi d'enfreindre les ordres pour venir en aide à Rogue One. Certains anonymes pilotent le vaisseau emblématique du film pour ce qui est de l'Alliance rebelle, à savoir le U-Wing UT-60D, par exemple le générique éclaireur de l'escadron bleu. Mais là encore, quelques-uns se singularisent un peu dans la masse, et notamment F-Tober, qui pilote un X-Wing T-65. Plusieurs de ces vaisseaux emblématiques de l'Alliance rebelle participent à l'opération.
Étrangement, le jeu X-Wing choisit pourtant de faire de Haftober un pilote de U-Wing UT-60D lui aussi. Sa capacité est un peu tordue mais potentiellement intéressante. Le camarade Albu a un peu expérimenté autour du bonhomme. Mais il y a d'autres pilotes dans cette opération qui parlent sans doute davantage aux joueurs de X-Wing, ne serait-ce que parce qu'ils existaient avant Rogue One, parce qu'ils sont intéressants en jeu, et parce que leurs cartes, pour le coup, évoquent leur participation à la bataille de Scarif. Le plus célèbre du lot est probablement John Dodge Vander, un pilote de Y-Wing BTLA-4 et le chef de l'escadron Or. Le dit escadron le suivant dans la bataille, comme il le fera encore plus tard lors de la bataille de Yavin, où Dutch périra abattu par Dark Vador himself. Le jeu X-Wing offre à cet égard la possibilité de jouer en générique le vétéran de l'escadron Or, mais aussi Dutch Vander lui-même, un bon chef d'escadron avec une bonne capacité de soutien. Or, Rogue One a besoin de tous ses pilotes et du soutien en termes de vaisseaux capitaux que fournit finalement Radius. On ne pouvait pas retenir en arrière le bouillant amiral. En effet, si grâce à Body Rook, Jyn Erso et compagnie ont pu franchir le bouclier planétaire, doté d'un unique portail qui garde l'accès à Scarif, ils ont bien besoin sur place d'un soutien aérien. Quelques vaisseaux parviennent à s'infiltrer avant que le portail ne se referme, interdisant l'accès aux autres. Mais la bataille se joue aussi dans l'espace et le portail doit être neutralisé pour que les plans de l'étoile de la mort puissent être communiqués aux rebelles. J'aime beaucoup cette idée du portail. À une époque, je me disais que ce genre de gros machin pourrait donner des trucs rigolos dans des parties scénarisées en épique. Bon, ça passe sans doute après les gros vaisseaux, hein. Ceci étant, dans l'espace comme sur Scarif, les vaisseaux rebelles et impériaux s'affrontent. Et le film choisit là aussi de mettre en avant deux nouveaux vaisseaux pour les impériaux, essentiellement conçus pour le vol atmosphérique, le chasseur TIE-SK Striker et le transport de troupes TIE Reaper. On voit beaucoup de Strikers dans le film, reconnaissables à leurs longs ailerons mobiles. Le Reaper par contre se fait plus discret. En fait, la photo qui illustre là maintenant cette vidéo, où il est accompagné par des Strikers, est peut-être sa seule apparition clairement identifiable dans Rogue One. Même s'il me semble que l'on en voit un aussi vers le tout début du film, juste avant que Cassian Andor n'abatte l'indique trop nerveux, mais je ne suis pas sûr de moi. Dans X-Wing, pourtant, même avec un temps de retard, le TIE Reaper est devenu un vaisseau jouable. Il était à mon sens bien plus intéressant en V1 qu'en V2, mais qu'importe. L'importance ludique de ce vaisseau sur Scarif est appuyée là encore par des cartes qui font directement référence à son rôle pendant la bataille. Cela vaut tout d'abord pour le générique pilote de la base de Scarif, mais aussi, côté nommé, pour le Major Vermeil, le plus agressif des pilotes de Reaper. Le jeu ne se montre pas aussi explicite concernant le rôle des bien plus présents TIE-SK Striker, mais les illustrations pour la plupart renvoient probablement à la bataille de Scarif, ce que confirme le plus souvent le lore en dehors du seul jeu. Cela vaut pour des pilotes génériques, comme la Sentinelle planétaire, ou encore l'éclaireur de l'escadron noir, mais aussi pour des pilotes nommés au premier chef Countdown, mais aussi Duchess. Deux choix de pilotes par ailleurs, si le Striker demeure hélas souvent un second choix dans les listes impériales, même en hyperespace. La situation est un peu plus ambiguë pour les pilotes restants de ces deux châssis. Vizir pour ce qui est du TIE Reaper, encore que l'illustration a un bon. Et le méchant Pure Sabak pour ce qui est du TIE-SK Striker. Ce cadre enneigé cette fois semble bien différent de Scarif. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de monde qui se frite sur Scarif. Bon, vous savez comment ça se termine, hein ? Par du fanservice, disent les mauvaises langues, mais ça tombe bien, je suis fan, j'aime qu'on me serve, et après une scène pareille, j'ai putain d'envie de jouer à Légion, la putain tout de suite, parce qu'il n'y a pas que X-Wing dans la vie, presque, mais pas que. Et puisque cette séquence est calibrée pour YouTube, ainsi qu'on me le disait, et bien sur le blog, je vous en donne le lien pour la vidéo sur YouTube. Ce qui fait une bonne fin, parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part, ça a été plus long que prévu. Je crois avoir dit l'essentiel de ce qui me paraissait intéressant dans cette exploration de l'univers Star Wars passé au prisme de Rogue One. Les références abondent par ailleurs dans des romans ou des BD moins ciblés, mais outre le film lui-même, Catalyseur et les Cendres de Jedha, avec leurs défauts parfois marqués, m'ont semblé offrir le plus de développement à même de parler aux amateurs qui ont certainement vu le film, mais pas forcément lu ce roman ou cette BD. N'hésitez pas à me détromper, hein. Et ça me paraissait pertinent que d'honorer sur ce blog Jyn Erso comme la canaille séditieuse et anarchiste qu'elle est. Bah, on se refait pas, hein. Hashtag Palp Forever, hashtag Vader Takes the Wheel.